Le coup de tocsin. Et c'est le coup de tocsin et la chronique d'Au Bon Tweet que vous attendez tous. Bonjour Au Bon Tweet, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Bon, ça va bien. Alors, comment s'est passée cette courte semaine, vu qu'on s'est vu jeudi dernier finalement? Eh ben, écoutez, ça s'est très bien passé. Vous aussi, vous avez l'impression que l'atmosphère est plus légère, plus guillerette, vaguement plus optimiste? Oui, c'est vrai, on a ressenti ça aussi. Vous pensez que c'est dû à quoi? Bah, à la prise de fonction de Trump, bien sûr. Donc, un mec qui, dès la première semaine, met en application plein de ses promesses électorales, ça ne s'est jamais vu. En France, où le sport national est de faire l'exact inverse, on entend du côté des hommes et femmes politiques professionnels plein de petits paix de terreur à l'idée que les Français pourraient voir ça et réaliser enfin que leur classe politique se fout de leur gueule depuis des années. Alors, vous parlez de petits paix de terreur. Vous exagérez pas un peu, non? Parce que pour le sport national des politiciens français, c'est un peu exagéré. Bah non, alors bon, pour les petits pets de terreur, oui, j'exagère un petit peu, mais j'aime beaucoup cette image de la terreur chez les hommes politiques qui fait provisoirement relâcher les sphincters, et j'adorerais que ce soit vrai. Et pour le sport national des politiciens français, je persiste et je signe, les mecs font toujours plein de promesses foireuses pendant leur campagne, et une fois élus, ils nous font à chaque fois le même coup. C'est-à-dire? Bah vous savez, la sempiternelle excuse à deux balles, nos prédécesseurs nous ont laissé une situation bien plus catastrophique que ce que nous avions imaginé. Du coup, la mort dans l'âme, nous devons renoncer au joli programme que nous voulions mettre en place, et à la place, on va devoir faire un plan d'austérité. Voilà, et donc ça fait 50 ans que les gens se font baiser avec ces discours à la con. Du coup, on peut espérer qu'ils vont voir que c'est possible de tenir ces promesses et qu'avec un peu de volonté et de courage politique, on peut, si on n'est pas corrompu jusqu'à l'os, bien évidemment, faire des grandes choses pour son peuple. Bref, attendons la suite. Donc ça vous rend euphorique à ce point-là? Bah, c'est surtout le petit alignement des planètes qu'on a eu cette semaine qui me rend euphorique. Mais alors, comment ça, quel alignement? Et bah, parce qu'en même temps que la prise de fonction de Trump, on avait la réunion annuelle du World Economic Forum à Davos, et on s'est aperçu qu'après avoir régné sur le monde pendant des années, il a été totalement ringardisé cette fois-ci, au point que les participants ont préféré faire des galipettes plutôt que réfléchir à l'avenir du monde. Alors, des galipettes ou à quoi vous avez vu ça, vous? Alors déjà, un chiffre assez rigolo, c'est-à-dire la demande de call girls pendant la semaine a doublé par rapport à l'année dernière, ce qui était déjà une grande année pour l'industrie de la prostitution. Ouais, sérieusement? Oui, parce que pendant que ces messieurs s'amusent à nous prévoir un avenir de merde, en plus de ça, figurez-vous qu'ils se tapent des putes. Voilà ce que c'est, nos petits apprentis sorciers mondialistes. Et puis le coup de venir en jet privé pour nous expliquer qu'on ne doit plus utiliser nos bagnoles et que si la Terre se réchauffe selon leurs projections à la con, c'est de notre faute, ça commence à passer de moins en moins bien au moment où les gens commencent à voir la matérialisation de ces recommandations dans leur vie de tous les jours. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous, on passe de moins en moins pour des complotistes, vu que ça fait des années qu'on alerte sur l'arnaque du climat, qui est selon nous la voie royale pour mettre en place l'agenda communiste qu'on nous réserve. D'ailleurs, je tiens à remercier personnellement la bande de raclures qui a installé les ZFE dans toutes les grandes villes françaises, parce que grâce à eux, nous les complotistes, on vient de gagner 22 millions d'adhérents d'un coup. 22 millions d'adhérents? Bah ouais, tous les critères 3 et plus qui ne nous croyaient pas quand on les prévenait de ce qui les attendait et qui de jour au lendemain sont considérés comme trop pauvres pour avoir le droit d'aller en voiture dans les centres-villes. Donc ils viennent de comprendre ce qu'on voulait dire et plus globalement, ils sont enfin en train de comprendre le projet du World Economic Forum. Voilà. Ouais. Et alors pour nos auditeurs, vous pouvez le résumer, ce projet du WEF? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un monde dans lequel on aura d'un côté une élite qui voyagera constamment, souvent en jet privé, pour aller à Paris, New York, Londres, Rome, Dubaï, Rio, etc., afin de pratiquer une espèce d'entre-soi festif dans des centres-villes qu'on aura au préalable nettoyés de la plèbe au nom d'une menace climatique foireuse, et de l'autre côté, des autochtones dépossédés des jolies choses et des traditions de leur pays au nom d'une uniformisation planétaire et qui seront relégués dans des sordides banlieues à l'américaine, avec ces ignobles cubes qui renferment des hypermarchés, des géants du meuble, avec pour se sustenter des Buffalo Grill qui d'ailleurs se rebaptiseront bientôt Insecto Grill si on les laisse faire. Voilà, c'est ça le WEF et c'est ça qu'ils veulent nous imposer. Bon là, vous n'exagérez pas un peu quand même. Mais même pas, c'est ça le pire. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Attali. Attali. Ouais, il l'a dit dans une interview, une conférence, je sais plus, qu'il y aurait 3 catégories de gens, donc les nomades de luxe, les très pauvres qui subsisteront à peine, et une petite classe moyenne qui rêvera d'appartenir à la première catégorie et qui redoutera plus que tout de tomber dans la deuxième. Ouais, mais alors ça vous inspire quoi?
Eh ben, que c'est facile de faire des provisions sociétales quand on fait partie des personnes qui les organisent. Ah oui, et vous pensez que qui les organise? Bah, je sais pas, mais étant donné qu'il a conseillé tous les présidents depuis Mitterrand, s'il était vraiment sincère, il aurait pu essayer d'éviter cette catastrophe au lieu de faire le malin dans des conférences en jouant à Madame Soleil. Ouais, bon. Et selon vous, il y a d'autres raisons pour lesquelles Davos s'est ringardisé? Oui, alors il y en a une troisième et on la doit à Javier Milei, le président argentin, qui s'est déplacé là-bas pour aller leur glisser une bonne grosse douille qu'ils n'avaient pas vu venir. Qu'a-t-il dit? Et ben, en gros, il leur a dit qu'il les conchiait parce que toutes les personnes présentes étaient de fervents supporters de la théorie du genre qui détruit nos sociétés. Et il a notamment fait référence à la boxeuse algérienne qui est allée démonter la gueule de l'italienne pendant ses JO de la honte à Paris. Donc ça, plus les récentes décisions de Trump, ça sent bon la mort du wokisme qui était l'une des facettes de ce nouveau monde que Davos veut absolument nous imposer. Vous pensez vraiment que le wokisme est en train de mourir? Bah, j'espère, mais pour l'instant, ça résiste assez fort en Ouais. Europe et notamment en France, où on continue à vouloir nous le rentrer dans le crâne. Mais là encore, on sent que les gens commencent à en avoir marre. Mais du genre? Bah, la semaine dernière, il y a un film qui a fait un flop monumental dès sa sortie. Ça s'appelle Toutes pour une, mais que ça aurait pu s'appeler Les Trois Mousquetaires, vu que ce film raconte l'histoire des Trois Mousquetaires, mais version féministe, et qui, d'après ce que j'ai compris, cumule les poncifs de la bien-pensance du moment. À ce point-là? Oui, bon, alors il manquait peut-être un nain albinos climato-conscient, mais sinon, apparemment, il y avait tout. Ok, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, plusieurs choses. Le cinéma, c'est un peu le reflet d'une époque. Donc, par exemple, le cinéma français dans les années 60-70, il était très joyeux, très optimiste. Et c'était des acteurs aussi immenses à l'écran qu'ils étaient discrets dans leur vie privée. Et des films qui étaient divertissants gratuitement, si je peux dire. Donc, ils étaient drôles, haletants, émouvants ou profonds. Il y en avait pour tous les goûts. Ouais, et alors aujourd'hui? Et bah aujourd'hui, c'est devenu des grosses daubes subventionnées par des officines gauchistes avec à chaque fois un message censé nous rééduquer. Donc alors au choix, un truc féministe, woke, antiraciste, ou bien qui vient nous expliquer que la droite c'est le mal absolu, comme par exemple dans le dernier film de Vincent Lindon. Et comme si ça, c'était pas suffisant, en plus, à leur cérémonie où ils s'auto-congratulent, les mecs qui, dans la grande majorité des cas, ont remplacé le talent de leurs prédécesseurs par une arrogance insupportable, viennent encore nous faire des discours au sujet de leur bien-pensance hors sol, en affichant un profond mépris pour leur public. Et je vous passe les mecs genre Cluzet ou Berléand qui nous ont traités de connards parce qu'on n'a pas voulu s'injecter la grosse merde de Pfizer. Donc logiquement, le cinéma français, qui est devenu la petite vitrine de l'entre-soi bobo déconnecté, est en train de mourir. Mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir alors au cinéma? Ben, moi, je veux des émotions, je veux pas des injonctions. Du coup, moi, j'aime tous les styles, mais par exemple, un de mes films références, c'est un film qui s'appelle L'aventure, c'est l'aventure. Le film de Lelouch. Voilà, donc en gros, c'est une bande de potes qui voyagent partout dans le monde en montant des arnaques qui, à chaque fois, s'élaborent en tournant en ridicule les discours des politiciens mainstream. C'est tout ce que j'aime. Et vous faites interpréter ça par des acteurs géniaux à l'ancienne, genre Lino Ventura, Charles Denner ou Jacques Brel. Voilà, et vous obtenez un truc jouissif. Et en plus, malgré sa sortie il y a plus de 50 ans, il est encore furieusement d'actualité. Bon, enfin bref, je digresse. Donc pour en revenir à nos moutons, moi j'ai l'impression que depuis une semaine, un vent nouveau souffle sur la planète et puis tout le monde commence à balancer. Genre par exemple, Poutine a déclaré l'autre jour dans une interview que si Trump ne s'était pas fait voler l'élection de 2020, la guerre en Ukraine n'aurait pas eu lieu. Et vous pensez quoi de cette déclaration? Bah alors, au-delà de la confirmation qu'il y a bien eu une gruge en 2020, ce dont seuls les abrutis au dernier degré doutent encore, il y a aussi en filigrane la confirmation de ce que tous les complotistes disent depuis 3 ans, à savoir que la guerre en Ukraine est une manipulation de l'OTAN, que l'administration Biden, avec sa cohorte de crapules, a laissé faire et a encouragé, en comptant sur le soutien servile des dirigeants européens. Ce qui a conduit à la boucherie qu'on connaît et au massacre de toute la jeunesse ukrainienne. Et rien que pour ça, ils sont impardonnables, ces grosses putes. Alors, à propos de grosses putes, on a plusieurs messages dans les commentaires de vos chroniques disant que c'est très intéressant, mais on nous demande parfois aussi pourquoi vous êtes aussi grossier. Oui, je sais. Alors, vous vous souvenez de cette scène-là dans Le Père Noël est une ordure où Zézette dit à Pierre, il y a un monsieur très mal poli qui a appelé et qui voulait enculer Thérèse. Bon, voilà, moi je suis le monsieur masqué très mal poli qui parle dans une radio en disant à tout le monde d'aller se faire enculer. Oui, on a vu. D'ailleurs, pourquoi vous êtes aussi grossier? Je n'ai pas répondu à la question. Mais je le fais exprès. Tenez-vous, Clémence, vous me connaissez dans la vraie vie. Vous savez que je suis très bien élevé, je fais le baise-main, je sais dresser une table avec 4 fourchettes et 4 couteaux sans me tromper. Je coupe pas ma salade et je mange les spaghettis sans les tourner dans une cuillère. Bravo. Mais là, si je suis grossier, c'est parce que je n'en peux plus de l'hypocrisie de notre époque, avec tous ces gens qui font semblant de s'évanouir d'horreur au moindre gros mot et qui font et disent 100 fois pire en off. Vous savez, tous ces gens qui pondent des directives là pour biper tous les mots grossiers dans les chansons et les vidéos et qui font des horreurs avec des petits-enfants dans l'ombre sécurisée des alcôves.
Alors moi, c'est vrai, je dis beaucoup de gros mots, mais moi, j'ai jamais tripoté d'enfant ni violé qui que ce soit. Alors je le dis et je le répète, je vous emmerde, allez tous vous faire enculer. Ah Tous. bah, ça y est, là, vous rechutez, vous êtes énervé. Non, pas du tout, je suis très calme, mais je voulais juste préciser que cette stratégie de supprimer tous les gros mots, ça a aussi pour but d'empêcher les gens de se rebeller au final, et ça marche. Même chez les complotistes, il y a plein de gens qui sont choqués par le vocabulaire que j'emploie. Et ils n'ont pas compris que c'est sain et c'est salvateur. Et que s'empêcher de faire ça, c'est s'empêcher aussi de réfléchir, donc de remettre en cause l'autorité, ce qu'on devrait tous faire si notre démocratie fonctionnait normalement. Ce dont les gens ne se rendent plus compte, c'est que c'est pas subversif de contester l'autorité, c'est obligatoire. Ces gens-là sont censés travailler pour nous, et si on voit des choses idiotes, comme par exemple plomber un pays en le confinant pendant 2 mois quand c'est absolument pas nécessaire, c'est un devoir de le dire et de le contester. Et enfin, last but not least, j'aurais beau employer tous les mots les plus choquants de la Terre, je n'arriverai jamais au niveau de pourriture de ce qu'on est en train de nous faire. Et j'ai même carrément de la marge. Bon alors, d'accord, c'est noté. Bon, et sinon, qu'avez-vous retenu cette semaine? Alors, cette semaine, comme tous les ans, en janvier, depuis l'année dernière, j'ai organisé l'élection de la Serpillière d'Or 2025. Ah oui, la Serpillière d'Or, mais c'est quoi déjà? C'est un trophée qui récompense le ou la journaliste qui aura fait preuve du plus de complaisance vis-à-vis du pouvoir et d'une manière générale qui aura le mieux véhiculé la pensée unique qu'on est tous censés avoir si on veut être considérés comme des bons citoyens. Alors donc, c'est très péjoratif quand même, une serpillière. Mais non, ma chère Clémence, c'est un objet très noble, une serpillière. On a tous chez nous, on en a tous une chez nous pour rendre les sols uniformément propres. Certes, mais alors comment ça fonctionne, cette Serpillière d'Or? J'ai pris les 16 journalistes qui me semblaient être les plus Macron compatibles, et j'ai d'ailleurs le regret de vous annoncer, ma pauvre Clémence, que vous n'en faites pas partie. Oh. Et puis, j'ai fait un tirage au sort pour organiser des duels avec élimination directe, comme dans un tournoi de tennis. Donc, vous savez, 8e de finale, quart, demi et finale. Ah oui, et alors comment vous les départagez? J'ai utilisé l'outil sondage de X pour faire voter les gens. Donc, ce sont donc tous les tweetos qui ont choisi la Serpillière d'Or. Magnifique, et alors ça donne quoi? Bon, alors, je vous fais grâce de toute la compétition parce que ça a été assez long, mais ça a été des matchs d'une intensité dramatique extraordinaire avec la plus belle finale qu'on puisse rêver, à savoir Patrick, le tenant du titre, et Léa, la star du service public. Et c'est Léa qui est actuellement dans une forme exceptionnelle, qui a gagné et qui devient donc numéro 1 mondial. Incroyable. Avec un magnifique podium, si on peut le voir, très inclusif, voilà. Puisqu'on y trouve 2 femmes, la médaille de bronze étant remportée par Apolline. Eh bien, dis donc, ça correspondait à vos attentes? Ah oui, alors Patrick et Léa étaient également mes 2 favoris. Et pour la 3e place, moi, je vous avoue que j'avais un petit fait pour Manu, qui pour moi était la révélation de la compétition. Ouais, mais alors Manu, c'est qui? Manu, Emmanuel, quoi. Vous savez, celui qui voulait aller chercher les gens chez eux avec la police pour les vacciner et qui donnait des conseils à Novak Djokovic sur la manière d'entretenir son corps. Ah oui, Manu. Non, mais sérieusement, c'est pas un peu ironique ce trophée de la Serpillière d'Or? Disons que je suis pas hyper fan des journalistes mainstream parce que je considère qu'en véhiculant sans une once de contre-pouvoir tous les mensonges de l'établissement, ils trahissent sans le moindre scrupule tous ceux qui leur font confiance, ce dont je ne fais plus partie depuis des années, et qu'à leur manière, ils participent à cette fameuse fabrique du consentement chère à Noam Chomsky. Du coup, j'ai un peu le droit de me moquer un peu gentiment d'eux. Voilà. Et vous pensez vraiment qu'il y a une fabrique du consentement? Ça me semble une évidence, oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comme vous le savez, ma chère Clémence, fut un temps, j'ai bossé dans la pub. Donc, pour fourguer nos produits, on faisait principalement appel aux émotions des gens plutôt qu'à leurs réflexions. Et on mettait en place plein de stratagèmes pour les convaincre avec, vous savez, des études, des focus group, des copies strat, des plannings stratégiques, etc., etc. Là, c'est pareil. Les guerres, les pandémies, les menaces climatiques, ça se vend exactement de la même manière que les lessives. Expliquez-nous. Alors, d'accord, et j'en terminerai avec ça d'ailleurs. Donc, on va dire, prenons par exemple l'arnaque climatique. Donc, décortiquons comment on va pouvoir fabriquer le consentement. Allez, on vous écoute. Alors déjà, on va commencer par déplacer les capteurs de température. Vous savez, on vous parle toujours des températures relevées, mais on vous dit jamais où on les relève, ces températures. C'est un peu comme quand on veut créer des nouveaux malades, on va abaisser les seuils d'entrée dans les maladies. Oui. Là, c'est pareil. Au lieu de relever les températures dans un square un peu ombragé, comme on faisait à une époque, on va aller les relever sur le tarmac d'un aéroport. Comme ça, on gagne quelques degrés et on peut commencer à faire flipper les gens. Ensuite, on va payer des personnes peu scrupuleuses pour faire plein d'études foireuses. Donc, ça nous donne un truc du style « Oh là là, cette année, en juillet, il a fait 2 degrés de plus que l'année dernière. Si on fait des projections de ce modèle, dans 50 ans, il fera 100 degrés de plus. » Vous vous rendez compte ? Oui, mais là, vous exagérez un peu.
Mais à peine. Je vous rappelle qu'on a bien eu Sandrine Rousseau qui, une fois, nous a raconté qu'on avait relevé 60 degrés à midi en plein cagnard au mois d'août sur le goudron du centre-ville de Valence ou de Séville, je ne sais plus. Et elle présentait ça comme la température de l'air. Et elle terminait son tweet par 60 degrés avec 40 points d'exclamation derrière. Bref, ensuite, on montre ces projections à des gens un peu crédules, avec une tendance hystérique, mais qui passent bien à l'antenne. Alors, c'est souvent des femmes plutôt mignonnes qui vont croire ces projections pour débiles. Eux, ils vont servir de caution médiatique. Donc, il y en a une qui m'a marqué il y a quelque temps, qui s'appelait Claire Nouvian, et qui jouait super bien la nana affolée, parce que dans 10 ans, on serait tous morts avec ces « oh là là, mon Dieu, c'est terrible, vous vous rendez pas compte », etc., etc. Donc, en parallèle, les services de météo des chaînes mainstream auront changé les couleurs des cartes avec du rouge vif et du noir qui remplaceront l'ancien bleu et vert qu'on avait fut un temps. Donc là, on a planté le décor angoissant. Donc les gens sont interpellés. Ouais, et donc la suite ? Ensuite, on va entrer dans le registre émotionnel. Alors par exemple, on va montrer un ours blanc en fin de vie, donc forcément maigre, qui tient sur une espèce de glaçon détaché de la banquise. Et là, on fait croire que les pôles ont tous fondu et que les ours blancs dérivent sur ce qui reste de glace en mourant de faim. Et ça marche hyper bien parce que les gens aiment bien les chatons et les nounours. Donc ça va les émouvoir. Bah oui. Et ça suffit pour fabriquer le consentement. Déjà, avec ça, on a récupéré pas mal de gogos. Mais ensuite, on sort l'arme ultime. C'est la jeune ado autiste avec des couettes, à partir de laquelle on va créer un narratif larmoyant. Du genre, je vois pas du tout à quoi vous faites référence. Alors, du genre, la nana tellement angoissée par le climat que ça a foutu en l'air son enfance et qu'elle a arrêté l'école pour devenir activiste. Bon, alors évidemment, on ne vous dit pas que ses parents ils sont blindés, proches de la gauche radicale et qui fricotent autour de l'Open Society de Soros. C'est très intéressant en tout cas. Mais attendez, c'est pas fini, parce que la jeune ado autiste, elle sert à passer du registre émotionnel au registre grandiloquent. C'est-à-dire ? Et bon, on va la montrer à la tribune de l'ONU en train d'engueuler tous les chefs d'État, qui en réponse font des petites mines de gamins pris en train de voler des bonbons et qui baissent la tête devant cette saine colère. Et ça marche ça selon vous ? Alors, chez les vilains complotistes, pas du tout. Nous, ça nous fait marrer. Mais chez les gens crédules, ça cartonne. Comprenez-vous, si les chefs d'État se laissent engueuler et si l'ONU, qui n'est pas un ramassis de clochards, encore que, se prosterne devant elle, c'est que cette pauvre enfant a forcément raison. Et là, évidemment, les médias mainstream en rajoutent une couche. Et voilà, le consentement est fabriqué. Et voilà, comme ça, on peut dérouler l'agenda. Et voilà, c'est pour ça que j'en veux aux médias. Et voilà, c'est pour ça que je me moque d'eux. Et voilà, ma chronique est terminée, Clémence. Et voilà, merci beaucoup, beau tweet, et à mardi prochain. À mardi prochain, Clémence. Et merci à vous tous, chers amis. Merci car nous sommes très très nombreux.